Depuis quelques années déjà, la référence des interfaces audio spécialisées dans le streaming, celle qu'on voyait chez l'écrasante majorité des streamers, c'est la Go XLR de TC Helicon. Mais voilà, toute chose a une fin et pas uniquement les bonnes. Car oui, si la Go XLR a monopolisé le domaine, c'est moins par ses qualités que par l'absence de concurrence. Or, aujourd'hui, cette dernière commence à se faire de plus en plus présente. Le 2 juillet 2023, nous apprenions sur le channel Discord dédié à la Go XLR que TC Helicon mettait un terme à tout ce qui entourait son interface audio suite au licenciement de l'équipe entière. Cette décision ne vient pas tout à fait de TC Helicon, mais de Music Tribe, la société mère, qui possède aussi des marques réputées comme Behringer ou encore Aston Microphone, Midas, etc. C'est elle qui a décidé de licencier l'équipe en charge de développement et du support de la Go XLR. Ainsi, aujourd'hui, commencent à apparaître ici et là des streamers et streameuses dont la Go XLR commence à mal vieillir et se retrouvent à devoir changer leur interface. À la date de ce tutoriel, deux solutions existent, la Rodecaster Duo et la Boss Gigcaster 5. Je pars du principe que si vous regardez ce tutoriel, vous avez déjà acquis ce matériel ou êtes sur le point de le faire. Ainsi, vous avez certainement déjà étudié ses caractéristiques avec un minimum d'intérêt. Énumérer celle-ci n'apporterait donc pas grand-chose à cette vidéo. Tout au plus, rappelons brièvement ces quelques points. Un préampli Revolution d'un gain de 73 décibels, plus que suffisant pour un Shure SM7B sans passer par un Cloud Lifter ou équivalent. Un DSP quad-core Afex, une alimentation Phantom 48 volts pour les micros à condensateur ou des dynamiques à préampli intégrés tels que le Blue Sona de Logitech, un écran tactile de 5 pouces, 6 pads, 4 faders physiques auxquels s'ajoutent 3 autres virtuels. Passons maintenant à la connectique. Le Duo, comme son nom aura pu vous le laisser deviner, dispose de deux entrées XLR sur lesquelles vous pouvez aussi bien brancher du XLR que du jack d'instrument. Notez que vous pouvez coupler ces deux entrées pour une capture audio en stéréo. Il dispose aussi de 4 sorties jack 6.5, 2 pour les haut-parleurs en stéréo et 2 pour les sorties casque. Il existe aussi une sortie 3.5 sur la façade avant, qui correspond en réalité à la sortie 6.5 du casque numéro 1 situé sur la façade arrière. Enfin, le plus intéressant et qui va concerner donc la connexion à vos PC, vous disposez de 3 ports USB-C. Le premier, dit aussi Primary USB, va servir d'interface à la fois audio entre votre PC ou votre PC de stream dans le cas d'un dual PC, et d'interface avec le logiciel, à savoir Rode Central, que nous étudierons plus tard. Le numéro 2, Secondary USB, lui, ne sert que de transfert audio entre le PC et l'interface audio. Notez que ces deux ports sont full duplex, c'est-à-dire que le son rentre mais peut aussi sortir. Ainsi, si vous êtes en dual PC, vous capturez le son de votre PC de jeu, mais vous pourrez aussi lui envoyer du son, typiquement celui de votre micro, pour pouvoir utiliser le chat vocal in-game. Le troisième port USB ne sert qu'à l'alimentation électrique du Rodecaster Duo. Et pour finir, le Rodecaster Duo est équipé d'un lecteur de carte SD ainsi que d'un port RJ45. Ce dernier ne sert pour l'instant qu'à mettre à jour le firmware du Rodecaster Duo en le branchant directement sur votre box internet. Concrètement et de manière synthétique, qu'est-ce que cela va donner? Eh bien, si vous êtes dans un setup dual PC, vous allez brancher votre primary USB, donc l'USB 1, sur votre PC de stream. Vous brancherez ensuite le secondary USB, l'USB numéro 2, sur votre PC de jeu. Enfin, si vous êtes en setup single PC, rien de plus simple, vous branchez vos deux USB sur votre PC. À noter un petit détail. Vous aurez peut-être des difficultés parce que votre carte mère n'est pas équipée d'USB-C et dans ce cas-là, il va vous falloir utiliser des adaptateurs USB-C vers USB-A. Veillez bien à ce que ces adaptateurs soient compatibles USB 3.0 avec un débit minimal de 5 gigabits par seconde. Il en va de même si vous utilisez des câbles USB que vous aurez acquis parce que l'unique câble fourni avec la Rodecaster Duo est soit trop court, soit ne suffit pas dans le cas d'un setup dual PC. Pensez à ce que ces câbles USB soient
compatible USB 3 et avec un débit minimal de 5 gigabits par seconde. Même chose, si vous utilisez un hub USB, il faut que celui-ci puisse garantir le débit de ces données pour la capture audio. Maintenant que vous avez branché votre Rodecaster Duo, il ne vous reste plus qu'à télécharger l'application Rode Central. Et là, ça va être le petit quart d'heure Captain Obvious. Le logiciel, vous le trouvez tout simplement sur le site officiel de Rode. Vous n'aurez qu'à le démarrer et automatiquement, le logiciel va détecter votre Rodecaster Duo, vérifier la version du firmware et si celle-ci n'est pas à jour, vous proposez de le faire. Pour créer votre profil, c'est très simple. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil du Rodecaster Duo avec les vues-mètres apparents, vous sélectionnez la petite roue crantée qui se trouve en haut à droite de votre écran tactile. Vous accéderez à un menu avec 6 touches. Il vous faudra appuyer sur la touche Show qui se trouve sur la ligne du bas au milieu. Une fois que vous aurez appuyé dessus, vous aurez accès au menu de création du profil où vous pouvez rentrer votre nom, votre pseudo et sélectionner une image de profil. Petite précision, la création de profil n'est pas simplement anecdotique. Il s'avère qu'en ce qui me concerne, lorsque j'ai voulu utiliser les SmartPads pour intégrer des samples, j'ai eu des problèmes avec ceci et c'est en créant mon profil que j'ai pu régler le dit problème. Avant de passer à la partie la plus technique et la plus compliquée de ce tutoriel, nous allons voir ensemble ce que vous devriez trouver dans les périphériques de sortie audio de votre Windows. Du côté du PC de stream, vous devriez trouver, dans les périphériques de lecture, haut-parleur, entre parenthèses Rodecaster Duo Chat, et haut-parleur, entre parenthèses Rodecaster Duo Main Stereo. Sur votre PC de jeu, vous devriez trouver un autre périphérique de lecture, casque, entre parenthèses Rodecaster Duo Secondary. Si vous êtes en setup single PC, vous trouverez ces 3 entrées tout simplement sur le PC que vous utilisez pour jouer et pour streamer. Dans les paramètres son de Windows, option disponible via le petit haut-parleur dans la barre d'outils, vous allez sélectionner les périphériques par défaut comme indiqué sur l'écran. Haut-parleur Rodecaster Duo Chat, périphérique de communication par défaut dans la lecture, et haut-parleur Rodecaster Duo Main Stereo, périphérique par défaut. Dans les paramètres d'enregistrement, vous aurez le microphone Rodecaster Duo Chat comme périphérique par défaut et ça vous permettra donc de les utiliser pour chatter sur Discord. Dans ce dernier, ainsi que dans n'importe quel jeu, les sources audio que vous utiliserez seront micro entre parenthèses Rodecaster Duo Chat et haut-parleur Rodecaster Duo Chat. Sous un setup dual PC, les choses sont sensiblement différentes. Vous utiliserez aussi une interface micro et casque, mais ce sera sous le Rodecaster Duo Secondary. Voyons maintenant les différentes rubriques de Rode Central. Lorsque vous lancez Rode Central, vous avez 2 zones. Une première verticale qui se trouve à gauche, et sur laquelle vous allez retrouver votre Rodecaster Duo et une carte SD si vous en avez inséré une dans votre interface audio. Il vous suffit de cliquer sur cette catégorie pour pouvoir avoir accès aux différentes rubriques du logiciel. La première, Audio Setup, vous permet tout simplement de paramétrer les sources qui vont être gérées via les faders physiques du Rodecaster Duo. Typiquement, en général, on a le micro en premier sur le fader numéro 1, puis ensuite on a les 2 USB et enfin l'USB 1 supplémentaire, ce qu'on appelle l'USB Chat. J'en reviendrai là-dessus plus en détail un peu plus tard. En faders virtuels, en général, c'est le rack d'effets sonores, le reverb, le pitch et les samples que vous utilisez quand vous streamez. Un simple drag and drop suffit pour pouvoir positionner vos sources audio et utiliser les faders physiques pendant vos lives. La deuxième catégorie, Device Configuration, est un peu plus touffue. Elle comporte 3 onglets, Outputs, Display et System. Dans Outputs, c'est là où vous allez trouver par exemple la gestion de votre casque, si c'est un casque à haute sensibilité ou à basse sensibilité. C'est là où vous allez trouver des automutes pour vos monitoring.
c'est là aussi où vous allez trouver le fameux routing, qui peut poser parfois quelques problèmes, puisque le logiciel ne dispose pas d'une table de routing, comme c'est le cas par exemple sur la Go XLR. La rubrique Listen vous permet de choisir si vous entendez votre retour avant les faders ou après. Je conseille de choisir After Fader Listen. Vous avez une option aussi multitrack à ne pas utiliser car c'est une option particulière qui vous permet d'avoir jusqu'à 13 entrées virtuelles sur le Rodecaster Duo, mais il faut utiliser des plugins ASIO sous Windows et sous OBS pour pouvoir les utiliser. On n'en a pas vraiment besoin pour un live. Et nous voilà enfin arrivés au routing. La première chose à comprendre pour pouvoir régler tout cela correctement, c'est que l'interface se présente d'une manière pas si compliquée que ça. Encore faut-il saisir. Ce qui se trouve en bas, ce sont les sources, c'est-à-dire ce qui sort des PC ou du PC pour arriver dans la Rodecaster Duo. Et ce qui se trouve en haut, c'est ce qui va sortir de la Rodecaster Duo pour arriver dans le PC de streaming ou le PC tout court. Ainsi, en bas, vous avez le micro, l'USB secondary, l'USB primary, le primary chat, les effets sonores, etc. Et en haut, vous avez les différentes sorties, ce qui inclut aussi les sorties casque et haut-parleurs. Une fois qu'on a compris cette subtilité, les choses deviennent beaucoup plus simples. Il n'y a qu'une règle à respecter à la base, c'est que lorsque vous avez le primary USB, vous ne faites pas rentrer en source le primary USB. Pourquoi ? Parce que vous allez créer un loopback. Le son va sortir, re-rentrer, ressortir, re-rentrer. Ça correspond à l'option Mix Minus qui se trouve affichée ici et qui en gros fait rentrer toutes vos sources, sauf celle sur laquelle ça va sortir. Donc, typiquement, en USB 1, vous allez par exemple capturer l'entrée USB 2 et dans l'USB 2, vous allez capturer l'USB 1. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est ainsi que cela fonctionne. Utilisons un cas concret, à savoir mon propre setup, qui, je le précise, est en dual PC. En sortie casque numéro 1, c'est mon retour. Je vais bien entendu avoir le micro, l'USB 2, l'USB 1, l'USB chat numéro 1 et bien entendu les effets sonores, le DSP. En USB 1, je vais capturer l'USB 2, ce qui correspond au son de mon PC de jeu. En USB chat 1, je vais capturer mon micro et encore une fois ma rampe d'effets sonores. Et enfin, en USB 2, je vais aussi avoir mon micro et mes effets sonores. Pourquoi mon micro et mes effets sonores ? Tout simplement parce que justement, je joue sur le PC de jeu et c'est l'USB 2, le secondary USB, qui est branché sur le PC de jeu. Donc, pour pouvoir utiliser le même micro que celui que j'utilise durant mes lives, c'est là où je vais le mettre et ce son va pouvoir aller sur le PC de jeu et être utilisé dans le chatting game, éventuellement le Discord ou d'autres applis particulières comme par exemple Single Radio Standalone qui est un petit logiciel utilisé pour simuler la radio dans le simulateur de vol Digital Combat Simulator. Mon setup dispose aussi d'une petite particularité. Ceux qui sont en dual PC l'auront peut-être compris, comme nous n'avons qu'un seul câble USB qui est connecté au PC de streaming, nous ne pouvons pas disposer d'une ligne virtuelle pour capturer la musique de Spotify ou de tout autre logiciel de streaming musical. À partir de là, comment j'ai fait ? C'est très simple, j'ai utilisé la sortie casque numéro 2 sur laquelle je capture l'USB 1. Donc, l'USB 1 branché au PC de stream va capturer entre autres Spotify. Et ensuite, cette sortie casque, elle est branchée à un câble jack classique qui va ensuite retourner au PC de streaming via la prise line-in qui se trouve à l'arrière du PC. Ensuite, sous OBS, en source audio, je vais rajouter le line-in et ce sera une piste séparée du son du jeu, de mon chat, etc., etc. Et je pourrais la mettre en piste 6 sous OBS et donc je ne risque plus de me faire striker. Maintenant, dans le cas d'un setup single PC,
Vous n'utiliserez pas la sortie casque, vous utiliserez tout simplement la sortie secondary USB. Et là, vous capturerez le primary USB pour pouvoir capturer Spotify et éviter les problèmes de strike, puisque vous pourrez gérer ainsi la piste 6. Toutefois, n'oubliez pas que sur la façade avant de la Rodecaster Duo, il y a un variateur pour chacune des deux entrées casque. La sortie casque numéro 2, c'est le variateur avec la LED verte. Pensez à le régler correctement pour que votre son ne sature pas sous OBS avec la musique. Maintenant, passons au submix. Expliquons d'abord en quoi ça consiste. Le submix, c'est la possibilité de pouvoir avoir un volume sonore dans votre monitoring audio différent de celui que vous allez diffuser sur votre broadcast, en l'occurrence vos lives sur Twitch. Cela vous permet donc d'avoir un son moins élevé dans vos oreilles, tout en garantissant un volume décent pour les viewers. Ce submix, il est réglé grâce au petit symbole de chaîne que vous voyez en dessous de vos sources audio. Il peut être sur 3 positions. Lorsque vous avez la croix rouge, c'est pas compliqué, la source n'est pas fournie dans le mix. Lorsqu'il est en blanc, le submix est linké, et lorsqu'il est en jaune, il est non linké. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par linké et non linké? C'est pas compliqué. Comme vous pouvez le voir, vous avez une grosse barre blanche au milieu qui vous permet de gérer le volume. Ça, c'est votre volume de broadcast. Si vous le déplacez, vous allez vous apercevoir qu'il y a un niveau en dessous. Lorsque c'est linké, donc la chaîne est en blanc, vous déplacerez votre faders et le volume de votre retour restera toujours proportionnel au volume du broadcasting, c'est-à-dire qu'il bougera avec. Si c'est non linké, si vous touchez à votre faders, le volume de votre retour bougera, mais pas celui de votre broadcast. Maintenant, voyons comment nous rentrons ces sources audio dans OBS. Dans les paramètres, onglet audio, vous aurez les périphériques audio globaux. En audio micro auxiliaire, comme vous pouvez le constater sur l'image, j'ai le microphone entre parenthèses Rodecaster Duo Chat et il correspond en fait au vumètre chat en majuscule dans le mélangeur audio. En audio micro auxiliaire 2, j'ai le microphone Rodecaster Duo Main Stéréo entre parenthèses qui correspond au vumètre PC Jeux dans le mélangeur audio. Et enfin sur le troisième, dans mon cas à moi, j'ai Line-In At-Rear Panel Blue Realtek Air Audio, ça c'est ma carte son intégrée. Et dans les vumètres du mélangeur audio, c'est le vumètre Spotify. Si vous êtes en single PC, cette ligne-là, ce sera tout simplement Rodecaster Secondary. À noter que j'utilise les périphériques audio globaux plutôt que de rajouter une source audio directement dans les scènes. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que si vous rajoutez des sources audio dans les scènes, vous alourdissez la scène et c'est un workflow un peu plus lourd pour OBS qui peut donc facilement planter pour des choses comme ça. C'est pour ça que je préfère utiliser tout simplement les périphériques audio globaux. C'est directement dans toutes les scènes et il n'y a aucun problème à gérer ça de la sorte. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais sachez que rajouter des sources directement dans les scènes, c'est pas forcément très safe pour OBS. Maintenant que nous avons réglé le routing et les paramètres de source audio dans OBS, nous allons pouvoir étudier la rampe de traitement que vous utiliserez pour avoir un enregistrement audio ou une capture audio de votre micro de qualité. Pour ce faire, vous allez vous rendre dans Rode Central, sélectionner la catégorie Audio Setup. Comme vous pouvez le constater, sous les différentes sources audio des faders, vous avez une petite roue crantée qui vous permet d'accéder aux paramètres de post-traitement audio. Cliquez dessus et par exemple pour le micro, vous allez trouver des presets déjà disponibles de base dans le Rodecaster Duo, à savoir micro dynamique général, micro à condensateur général. Vous avez aussi les paramètres pour le Rode Wireless Go, un preset pour le PodMic et pour les différents micros disponibles de la gamme Rode, plus un preset disponible pour le micro SM7B de Shure. C'est ici aussi que vous pourrez activer l'alimentation Phantom 48 volts, nécessaire pour les micros à condensateur, mais aussi pour certains micros dynamiques comme le Bluesona de Logitech. Dans la case de droite, vous pouvez découvrir les différents effets de processing disponibles.
Énumérons-les rapidement. Vous avez un noise gate, vous avez un compresseur, vous avez un panning, un big bottom, un aural exciter qui se trouveront sous la même fenêtre et enfin un égaliseur paramétrique. Vous avez aussi un high pass filter et un DSE. Commençons d'abord par le noise gate. C'est l'élément le plus important pour éviter d'avoir un noise floor un peu trop présent, voire envahissant, dans votre capture audio. Il permet aussi d'éviter de capturer les bruits de clavier et de souris. Le noise gate dispose de 6 paramètres. Le premier, le threshold, c'est tout simplement le seuil à partir duquel le noise gate va s'ouvrir pour laisser passer le son du micro. Le deuxième, l'attaque, c'est le délai avec lequel ce noise gate va s'ouvrir. Le troisième, le hold, c'est le délai pendant lequel le noise gate va rester ouvert lorsqu'il n'y a plus de son. Et le release, la vitesse à laquelle le gate va se refermer. En bas, vous avez la range et l'hystérésis. Ces deux paramètres sont assez importants parce que la range, c'est à quel niveau la réduction du noise floor va être effectuée en dépit du noise gate. On va dire que c'est un paramètre indépendant du gate en lui-même. Et enfin, l'hystérésis, qui est un paramètre un peu particulier. J'ai mis du temps à comprendre et j'ai dû chercher sur Internet pour avoir l'information le concernant. L'hystérésis, c'est tout simplement un noise gate, mais en fermeture. Pour ceux qui ne sauraient pas à quoi sert le noise gate, c'est tout simplement un paramètre en dessous duquel l'interface audio ne va pas capturer le son et au-dessus duquel l'interface audio va commencer à traiter le son. L'hystérésis, c'est la même chose, sauf que c'est en fermeture. L'être humain a naturellement tendance, lorsqu'il termine une phrase, à baisser son volume, à parler moins fort. Or, avec un gate classique, cela peut provoquer une fermeture du gate avant la fin de la phrase et donc vos derniers mots sont coupés à cause du gate. L'hystérésis permet tout simplement de baisser le gate en fermeture et de dire que ça ne coupera pas votre dernier mot ou la fin de votre phrase. Après, sur ces paramètres, il n'y a pas de solution miracle, c'est selon votre micro et vos réglages. Vous devrez faire des essais, tester différents paramètres avant de trouver les réglages idéaux qui varient selon votre type de voix et la façon dont vous parlez. Passons maintenant à l'effet suivant, le compresseur. Son rôle est de normaliser le volume de votre voix. Si celle-ci est trop basse, il va lui donner du boost, et si elle est trop haute, il va la limiter. Ici, les paramètres sont différents. Les paramètres importants ici à prendre en compte sont le ratio, à plus de 2,5 pour 1, et le gain, pas plus de 3 décibels. Le threshold sert à déterminer à partir de quel moment le compresseur va limiter le boost de voix, car celle-ci sera trop élevée. Ensuite vient l'égaliseur paramétrique. C'est un égaliseur à 3 bandes, dont vous pouvez gérer la zone de fréquence. Les 3 bandes gèrent respectivement les basses fréquences, les moyennes fréquences et les hautes fréquences, comme indiqué sur l'écran high gain, mid gain, low gain. Vous pouvez utiliser un facteur Q, c'est en cela qu'il est paramétrique, mais pour ce faire, il faut que vous mainteniez appuyé votre clic gauche souris pendant 2 secondes sur le bouton du low, du mid ou du high gain. Ici aussi, ces paramètres dépendent de votre type de voix, si elle est très grave ou très aiguë. Donc, là aussi, il vous faudra faire des essais pour trouver les bons paramètres. Le paramètre suivant, c'est le Big Bottom et l'Aural Exciter qui permettent de booster les basses et les hautes fréquences, à utiliser avec parcimonie. Vous avez enfin le panning, qui sert tout simplement à décaler votre micro à gauche ou à droite, et le high pass filter, qui sert à filtrer les hautes fréquences. Enfin, vous avez un DSR qui va vous permettre de couper ce qu'on appelle la sibilance. Alors, qu'est-ce que la sibilance ? Eh bien, c'est tous les sons, notamment S, les SH, les X et les F. Donc, le but, c'est de supprimer les sibilances excessives. Pour ça, il faut le régler à la bonne fréquence. Il faut savoir que la sibilance sur les voix masculines est entre 5 et 6 kHz
et sur les voix féminines, entre 7 et 8 kHz. Donc à vous de régler cela à la bonne fréquence. Nous voici enfin arrivés à la dernière rubrique, à savoir l'utilisation et le réglage des SmartPads. Alors, dans l'écran de démarrage de Rode Central, une fois qu'on a sélectionné son Rodecaster Duo, il nous suffit de sélectionner la catégorie Customize SmartPads. Lorsqu'on clique dessus, nous avons une information comme quoi notre Rodecaster Duo va passer en mode de transfert. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez des samples, ils vont être directement enregistrés sur le Rodecaster Duo. Si nous disposons de 6 pads physiques sur le Rodecaster Duo, nous avons néanmoins 4 pages, ce qui fait passer donc le total de pads utilisables à 24. Lorsque vous ouvrez pour la première fois, les pads sont vierges. Vous n'avez pas tout ce que vous voyez ici à l'écran. Admettons que nous voulions créer un nouvel effet. En haut, nous disposons de 4 rubriques. Nous avons les sons, donc les samples, les effets, le reverb, l'écho, le mégaphone, le pitch, déformation de voix et voix robot. Nous avons le mixeur qui inclut par exemple le bip de censeur, le trash talk qui consiste à couper le micro, des effets de fondu en sortie et en entrée, le back channel et le ducking. Alors, pour la voix de censure et le trash talk, pas besoin de vous décrire. Pareil pour les fondus en entrée et en sortie. En revanche, le back channel est un effet intéressant. En quoi ça consiste ? Eh bien, le back channel permet tout simplement de créer un nouveau canal et donc, par exemple, de couper le chat vocal in-game ou sur Discord, tout en pouvant continuer à discuter avec votre audience, votre chat sur Twitch. Inversement, vous pouvez couper la sortie micro du broadcast tout en pouvant continuer à discuter avec les personnes qui se trouvent soit sur votre chat in-game, soit sur Discord. Comment ça fonctionne ? C'est assez simple. J'ai déjà réglé ça. Voilà ici, par exemple, BC Broadcast. BC Broadcast, c'est pour couper le micro dans le live, mais pas sur le Discord. Alors ici, on a l'entrée micro, numéro 1, celle où est branché mon micro, et la sortie USB 2. Alors pourquoi l'USB 2 ? Pour rappel, je suis en dual PC comme setup de live, et donc pour le chat in-game et le chat Discord, l'USB 2 est branché au PC de jeu. Ça capture le son du jeu, effectivement, mais ça envoie aussi le son de mon micro pour le chat in-game. Et si je dois utiliser Discord, Discord sera lancé sur mon PC de jeu. Donc ici, BC Broadcast, si j'appuie dessus, ça va être le broadcast qui va être coupé. Donc typiquement, l'audience, les viewers, n'entendront plus ce que je dis. Sur BC Discord, c'est le contraire, c'est Discord qui va être coupé. Et là, par exemple, voilà comment est paramétré mon système pour le dual PC. Voilà comment ça se règle. Enfin, le ducking, c'est lorsque l'on appuie, le volume, par exemple, du jeu, du chat in-game et de tout le reste, va être réduit d'un certain niveau de décibels que vous pouvez régler comme je suis en train de le faire, notamment avec la molette de la souris. Voilà pour les effets mixeurs. Les effets MIDI vous permettent d'utiliser vos SmartPads comme des boutons type Elgato Stream Deck, tout simplement. Alors maintenant, admettons que je veuille... Non, c'est pas ce que je voulais, c'est la boulette. Admettons que je voulais mettre un sample. On a deux options, on peut utiliser le drag and drop, donc on a une fenêtre de navigation dans vos fichiers qui est déjà ouverte, on prend le fichier, on le fait glisser jusque là. On peut choisir le fichier, c'est-à-dire que là ça va nous ouvrir une fenêtre de navigation dans nos répertoires et on pourra la sélectionner directement. Ensuite, on a différentes options. Alors je vais choisir un fichier vite fait comme ça. Voilà, on a différentes options. Toggle, hold et one shot. Le toggle, c'est un peu comme un interrupteur. On appuie et pour couper le son, on rappuie une deuxième fois. Le hold, il faut maintenir le pad appuyé pour pouvoir diffuser le son. Et enfin, le one shot, on appuie juste une fois.
le loop off et on, bah, si vous ne rappuyez pas, puisque là on est en mode toggle, le son va être répété tant que vous n'aurez pas recoupé via le pad. Et enfin, le continu, c'est si vous appuyez dessus, alors on va le faire. Non, c'est pas le bon. Je coupe. Et si je rappuie, ça va reprendre là où j'ai arrêté. Voilà. Donc en général, ici, le replay, c'est si j'appuie. Voilà. Et si j'appuie une nouvelle fois, au début. Donc, le continu, moi en général, ma préférence va au one shot. Les deux options ne sont plus disponibles. Ça vous permet de spammer le bouton, par exemple. Voilà. Donc là, je vais revenir sur... Non, c'est pas ça. Je vais refaire mon mixeur. Hop. Je vais rechercher mon back channel. Changer la couleur. Comme ceci. Et lui donner le nom qui était celui de départ. Comme ceci. Voilà comment ça fonctionne. Voilà pour les effets de mixeur. Ensuite, hop, je vais me mettre ici. On va faire un effet. Pour les effets, vous sélectionnez votre source, votre micro. Après, vous sélectionnez les effets que vous voulez. Mettons le reverb. Vous avez toujours un interrupteur on-off qu'il vous faut allumer. Et là, vous voyez que ça s'est éclairé. Et ensuite, bah, vous réglez vos effets en fonction de ce que vous voulez. Idem pour le pitch, etc., etc. Par exemple, ici, mégaphone, vous voyez, il faut encore l'allumer. Comme ceci. Voilà. Voilà comment on fait les effets. Ensuite, bien entendu, comme vous avez vu, on peut changer le nom ici en haut, on peut changer la couleur. Pour ce qui est des effets de sample de son, je vous conseille toujours, lorsque vous sélectionnez un pad qui est déjà occupé, de le nettoyer avec la fonction Clear, comme ceci, avant de rajouter votre son. Ça évitera quelques petits soucis. Voilà pour les smart pads. On en a fait assez rapidement le tour. Et voilà, vous savez à peu près tout sur la Rodecaster Duo et surtout comment l'installer et la régler. À deux exceptions près, bien entendu, comme on l'a vu dans cette vidéo, je ne vous ai pas parlé par exemple de l'utilisation des SmartPads en mode MIDI, pour la simple et bonne raison que l'écrasante majorité, pour ne pas dire tous les streamers, utilisent un Stream Deck, voire plusieurs pour certains d'entre eux. Cette fonction est donc anecdotique sur le Rodecaster Duo. La deuxième fonction, c'est le multitrack, qui ne concerne pas vraiment les créateurs de contenu en live, mais plutôt les studios semi-pro ou amateurs de type musicaux, où ils vont avoir besoin de beaucoup d'entrées pour gérer les instruments de musique. Pour les petits streamers, il existe des solutions beaucoup moins coûteuses que la Rodecaster Duo. Vous avez par exemple le PC Panel. C'est fabriqué aux États-Unis, le boîtier est en métal, c'est piloté par USB-C vers USB-A par exemple. Le câble est fourni d'ailleurs et vous pouvez même choisir la longueur sur le site de vente. Il vous en coûtera 150 €. Frais de port et de douane inclus puisque c'est fabriqué aux États-Unis. Et avec ça, vous pourrez piloter directement via ces faders les sources audio dans OBS. Vous pourrez aussi piloter Spotify puisque ces variateurs sont cliquables. Ainsi, vous pourrez mettre en pause Spotify, vous pourrez aller à la piste suivante, revenir aux pistes précédentes, etc. N'oubliez pas aussi que sur OBS, il y a des plugins qui permettent des effets de voix comme le reverb ou le pitch, et que ces ces variateurs devraient pouvoir les piloter. Ainsi, vous aurez beaucoup plus de facilité à gérer votre volume pendant vos lives, sans avoir à vous ruiner avec une interface qui est plus dédiée à la catégorie professionnelle des streamers. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à faire un petit coucou sur mes lives. Je ne vous demande ni pouce bleu ni follow sur cette chaîne YouTube. C'est pas le but. Tout ce que j'espère, c'est que si vous avez acquis la Rodecaster Duo, cette vidéo vous aura permis de moins vous prendre la tête dessus et de pouvoir en profiter pleinement. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.